L'habit ne fait pas le moine, c'est le proverbe qui collerait parfaitement à la peau de Fernando Torres. Ne vous fiez surtout pas à sa gueule d'ange, ses cheveux soyeux, blonds et bien coiffés, ni à son surnom El Niño. S'il donnait l'impression d'être venu tout droit du paradis, il n'en était pas moins l'enfer redouté de toutes les défenses adverses. Son surnom El Niño va tout simplement provenir de ses coéquipiers à l'Atlético dès ses 16 ans, où sa précocité munie de son talent vont impressionner toute l'Espagne dans les années 2000. Le football nous a offert plusieurs types de buteurs dans son histoire, on compte parmi eux les renards de surface, les faux numéro 9 ou encore les pivots. On compte aussi une autre catégorie d'attaquants hors normes dont toutes ces qualités que j'ai énumérées sont additionnées dans un même joueur. Les acteurs du foot qui ne possèdent aucun détracteur sont rares, les concernés sont Francesco Totti, Zinedine Zidane ou encore Ronaldinho. Fernando Torres lui faisait bel et bien partie de cette catégorie. C'est l'histoire d'un joueur de foot qui a été l'idole de toute une génération, arrivé après le prime de Ronaldo Nazario. Les fans de foot cherchent à tout prix à se raccrocher à un nouveau crack du sens du but, c'est naturellement qu'ils se tournent vers El Niño. Justesse technique, élégance, intelligence et surtout finition, il aura été un joueur emblématique d'Espagne et même d'Europe, à tel point que les marques se battaient entre elles pour l'obtenir jusqu'à ce que les blessures viennent sonner sa fin de gloire. Si tu n'as pas eu la chance de le connaître ou de le voir évoluer, je vais te faire découvrir le fantastique et très redouté Fernando Torres. C'est le 20 mars 1984 à Fuenlabrada, une petite ville de la communauté de Madrid, que Fernando Torres voit le jour. Ok, pas de problème, il est né tout juste à côté de Madrid, mais c'est pas pour autant qu'il sera un fervent supporter du Real Madrid, bien au contraire. Il est élevé dans une famille espagnole modeste fan des Colchoneros, son grand-père lui-même se chargera de lui faire découvrir le club. Grâce à cette transmission de passion, El Niño va directement accrocher avec le foot, où il commencera le foot et le futsal à l'âge de 5 ans dans le petit club de son quartier. Il va directement être propulsé à l'Atlético de Madrid, où il y passe de nombreuses années de 1995 à 2007, soit au total 12 années, et forcément, je te laisse imaginer la fierté du grand-père de Fernando Torres quand il a vu ça, c'est une forme de consécration. Le 27 mai 2001, il réalise ses premiers pas en seconde division espagnole. L'Atlético est à cette époque un club de seconde zone, bien loin de leur statut actuel, mais le jeune attaquant espagnol est une lueur d'espoir pour le club qui les aidera à remonter en Liga grâce à ses performances. En 2002, l'Atlético retrouve donc la première division avec objectif d'y rester à long terme. Fernando fait enfin ses débuts dans l'élite, il va être le seul talent à se démarquer dans cette équipe qui est composée de joueurs passables voire très moyens, mais malgré la faiblesse technique de son équipe, c'est la première fois qu'il va frapper un grand coup. Il va mettre en lumière son jeu de tête incroyable et son sens du but hors du commun pour son âge. Torres n'enchaîne pas encore les buts certes, mais affiche un total de 14 buts en 32 matchs pour sa première saison en Liga. Une démarcation qui lui vaudra d'être appelé par le sélectionneur de la Rora. Il marquera d'ailleurs un penalty face à l'Ukraine. Des expériences inespérées pour son âge, ça va le forger mentalement et ne quittera plus la sélection espagnole avant un long moment qui sera couronné de succès. En même temps que la sélection, Torres continue son petit bonhomme de chemin, le club se stabilise dans le ventre mou de la Liga, lui enchaîne les buts et se permet même de marquer contre les gros du championnat comme le FC Barcelone. Mais voilà, à force d'enchaîner les saisons sans aucun titre, El Niño lui veut combler sa faim, il commence à sentir qu'il est temps de mettre les voiles pour découvrir un autre championnat pour continuer sa progression. La saison 2006-2007 sera sa dernière saison avec les Colchoneros. Pendant ce temps-là, en Angleterre, Rafael Benitez recherche un nouveau buteur capable d'empiler les buts en première ligue. Il en fera du jeune espagnol sa priorité absolue pour le prochain mercato. Il nous a lavé. J'ai pris cher, j'ai été nul. Il était si fort que ça, El Niño. Aïe 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 aïe. Il a pris cher de jouer moi, il nous a lavé. 4 juillet 2007, Fernando Torres s'envole pour l'Angleterre en signant à Liverpool pour un montant de 36 millions d'euros. Un montant qui te fait aujourd'hui même pas lever le sourcil, mais dans le contexte des années 2000, c'est un montant relativement élevé, traduisant tous les espoirs placés en Torres. Après 2 saisons d'affilée où Liverpool termine sur la dernière marche du podium, les dirigeants des Reds veulent aller chercher encore plus haut. Pourquoi pas un titre de champion d'Angleterre? Spoiler alert, ça n'arrivera jamais à cause de cet homme. La pression sur les épaules du joueur est immense. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire de Liverpool à l'époque, d'autant plus qu'il récupère le numéro 9 de Robbie Fowler, l'ancienne idole du club, mais rien ne va faire déjouer le jeune espagnol. Il va faire preuve d'une adaptation à la Première Ligue Express en réalisant des super performances, de quoi se mettre directement les supporters des Reds dans la poche. Pour se faire adopter, quoi de mieux que de marquer son premier but contre Chelsea devant son public à Anfield. La Première Ligue ne le sait pas encore, mais elle accueille dans ses rangs un serial buteur. Steven Gerrard, légende éternelle de Liverpool, va totalement valider Torres. La star des Reds va développer une complicité exceptionnelle avec El Niño qui va se traduire par une connexion
passion et une liberté entre les deux joueurs assez hors normes, assurant même préférer avoir joué avec Torres que Luis Suarez. Fernando, il m'a fait sentir différent. À chaque fois que j'entrais sur le terrain, j'avais l'impression de pouvoir aider à marquer un but ou d'en marquer un. Mes meilleures années ont été celles où Fernando est arrivé, c'était mon coéquipier préféré. Encore aujourd'hui, personne n'a oublié ce duo légendaire que formaient Torres et Gerrard, encore moins les supporters des Reds, il en sera même considéré comme l'un des plus iconiques de l'histoire de ce sport. Les deux joueurs s'entendent à la perfection comme une histoire d'amour, une alchimie se crée sur et en dehors des terrains entre eux, de façon totalement naturelle faisant des ravages sur les pelouses de Première Ligue. Gerrard à la baguette, Torres à la finition, la machine lancée par les deux hommes est inarrêtable. Fernando Torres se montre de plus en plus épanoui au sein du club et engrange de la confiance, il paraît instoppable et atteindra le prime de sa carrière sur le plan personnel. 36 buts en 58 matchs, il réalise la meilleure saison de sa carrière et sera récompensé à la fin de la saison 2008. Pour l'Euro 2008, El Niño est sélectionné dans la Roja par Vicente Del Bosque. L'Espagne est un sérieux concurrent au titre grâce à sa génération dorée dictée par une grosse concurrence imposée par David Villa qui sera le titulaire indiscutable de la sélection. Les Espagnols arrivent à accéder à la finale sans trop de difficultés contre la Nationalmannschaft et pour le match le plus important de la compétition, Del Bosque va faire un choix capital, celui de titulariser Fernando Torres. Face à Philippe Lahm, Torres va réaliser un geste de classe mondiale. L'Espagne est championne d'Europe pour la première fois depuis 1964, faisant déjà rentrer Torres dans la légende du foot espagnol et décrochant le premier trophée de sa carrière, le début d'une belle série. De retour après l'Euro 2008, Fernando a un tout autre statut, celui de champion d'Europe, mais à 26 ans, le joueur ne compte aucun trophée en club. Il est donc déterminé à amener Liverpool de nouveau sur le toit de l'Angleterre. Pour ça, El Niño va tout faire pour atteindre cet objectif, mais pour la première fois de sa carrière, il va faire face à de sérieuses complications. Sur les mêmes bases que la saison passée, grâce à son incroyable duo avec Gerrard, l'attaquant démarre la saison de façon explosive, ce qui lui vaudra d'être nommé 3ème du Ballon d'Or 2008 derrière les deux géants Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Malheureusement, en fin de saison, l'objectif de champion n'est pas atteint pour les Reds, terminant à 4 petits points de United malgré le fait que Liverpool termine meilleure attaque du championnat avec 77 buts. Et le plus triste dans tout ça, c'est que Torres n'aura en réalité que partiellement contribué à l'inscription des buts de Liverpool cette saison-là. Loupant au total plus d'une dizaine de matchs sur le cours de la saison, l'inquiétude chez les supporters des Reds grandit quant à la fiabilité du joueur. Malgré ces quelques périodes d'éclat lorsque Liverpool se fait décrocher en championnat et déçoit en Ligue des Champions les saisons suivantes, tout le monde se rend bien compte que nous ne sommes plus face aux mêmes joueurs d'il y a une voire 2 saisons en arrière. Et à l'occasion de la Coupe du Monde 2010, tous les doutes vont se confirmer, montrant la dure réalité que certains ne voulaient même pas s'avouer. Fernando Torres démarre la compétition en tant que titulaire, mais livrant des prestations décevantes, c'est David Villa qui prendra sa place jusqu'à la fin du tournoi. Iniesta, Xavi et Sergio Busquets, patrons de l'équipe, vont mener l'Espagne tout droit vers le titre mondial sans que Fernando puisse profiter pleinement de sa Coupe du Monde. Il entrera pendant la prolongation en finale et sera à l'origine du but d'Iniesta. L'Espagne et Torres sont champions du monde, laissant malgré tout un goût amer à El Niño. Au retour de la Coupe du Monde, Torres est déterminé à enfin décrocher un trophée en club. Parce que ouais, le gars a 1 euro et une Coupe du Monde et même pas une petite Coupe nationale. Il commence à réfléchir à aller voir ailleurs et les rumeurs du transfert sont de plus en plus intenses. Un club va se démarquer et va lui faire savoir son intérêt grandissant à son égard. Il s'agit d'un club anglais, un club qui est à la lutte avec United pour le titre de champion d'Angleterre. Oui, Fernando Torres va bel et bien s'engager chez un concurrent des Reds. L'attaquant espagnol s'engage à Chelsea pour 60 millions d'euros pendant le mercato estival de 2011. Carlo Ancelotti avait placé le numéro 9 des Reds comme la priorité pour l'associer avec Didier Drogba et Nicolas Anelka, provoquant un séisme en première ligue. Une attaque qui a pour le coup un potentiel hors du commun, 3 joueurs de classe mondiale, ça vend du rêve. Pour ses débuts avec Chelsea, Torres est méconnaissable. Il n'a plus rien à voir avec le joueur qu'il était, il paraît complètement perdu sur le terrain, se traduisant par son sens du but inexistant. Il se fait fustiger par la presse anglaise relevant chaque week-end son manque de réalisme et pour le coup on peut pas leur donner tort vu ses énormes ratés. Le choix du transfert paraît comme une vraie fausse bonne idée, mais Fernando en a décidé autrement et va refaire surface en montrant la voie au blues. Métamorphosé mais toujours loin de son meilleur niveau, Torres va réaliser une grande saison en marquant dans les matchs importants de Première Ligue mais également de Ligue des Champions, notamment lors du match retour de demi-finale contre le FC Barcelone au Camp Nou. Vous avez certainement déjà dû voir son but en toute fin de match où il n'hésitera pas à ce geste génial en dribblant Victor Valdés. Un but capital qui emmène Chelsea en finale et permettra au club de remporter sa toute première Ligue des Champions de son histoire. Des années plus tard, ça y est, on y est enfin, Torres a enfin remporté le premier trophée de sa carrière en club et pas des moindres. Mais c'est
pas assez pour Fernando, il a encore soif de trophées et va porter l'Espagne à l'Euro 2012. Meilleur buteur de la compétition avec 3 buts inscrits, Fernando sera capital en finale en inscrivant un but et une passe décisive, créant l'exploit de remporter un deuxième Euro d'affilée. Malgré tous ses problèmes physiques, El Niño est encore là sur le toit de l'Europe. Malheureusement, ça sent déjà presque bientôt la fin pour Fernando. Sa dernière grosse saison sera 2012-2013 où il inscrira 27 buts. Monsieur Benitez rejoint Chelsea et retrouve Torres qu'il connaît bien. Le joueur est en pleine confiance, il paraît heureux et épanoui sur le terrain. Il marque encore dans des matchs importants jusqu'à remporter une Europa League, mais si tout s'est bien passé pour le joueur cette saison, la fin est plus proche qu'il ne le croit. Chelsea va perdre en qualité à l'image de Fernando Torres. Benitez ne reste pas, laissant la place à un autre coach de renommée internationale, The Special One, José Mourinho. L'entraîneur portugais ne fait absolument pas confiance à l'Espagnol et Fernando paraît cette fois-ci réellement sur la pente descendante. Samuel Eto'o débarque à Chelsea pour le remplacer, provoquant le prêt de Fernando à l'AC Milan qui ne donnera rien de concret. Lui-même le sait, Fernando est plus proche de la fin que du début et quitte à terminer sa carrière en beauté, autant le faire loin des critiques et de la pression médiatique. Il était l'heure pour lui de retrouver son club de toujours. También me gustaría mencionar a mi abuelo. Que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atleti. C'est sûrement la fin de carrière qu'il aurait souhaité avoir, rejouer sur sa terre natale, dans un stade et un maillot qu'il aime par-dessus tout. L'objectif est très simple pour le joueur, s'amuser et profiter de ses dernières années en professionnel, c'est exactement ce qu'il va faire avec des gestes remplis de talent provenant d'un corps vieillissant. Malgré une finale de Ligue des Champions perdue face à l'éternel rival le Real Madrid, Fernando aura sa revanche en 2018 en remportant une deuxième Europa League face à l'OM. Sa carrière en Europe s'arrêtera sur ce moment historique pour lui et son club, remportant leur premier trophée ensemble presque 20 ans plus tard. Il effectuera une dernière saison au Japon à Sagan Tosu et arrêtera définitivement sa carrière en 2019, puis il va une nouvelle fois retrouver son club de cœur en entraînant les équipes de jeunes voulant transmettre son savoir avec comme objectif de devenir coach. Si t'as été attentif à la photo, il s'est mis à la salle, le gars c'est devenu The Rock. Perso, si j'étais un jeune du vestiaire, j'irais même pas remettre son autorité en doute. Une chose est sûre, El Niño peut regarder en arrière et réaliser ses exploits tout au long de sa carrière, même s'il y a un goût d'inachevé à cause de l'étendue de son talent, notamment à cause de son mental encore plus fragile que son physique. Fernando était un joueur pur, peut-être un peu trop pour le football professionnel. Encore aujourd'hui, personne ne l'a oublié bien qu'il soit à des années-lumière d'avoir une carrière comme les plus grands joueurs de ce sport. Fernando a vécu son rêve comme il a vendu du rêve aux fans, honnête, franc et travailleur. El Niño n'a jamais lâché le foot, c'est son corps qui l'a fait à sa place.